Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Time for Human. Pour donner du contexte, ici j'interviewe des personnes pour parler des sujets liés au développement personnel, à la spiritualité, à la conscience. Dans ce cadre-là, je te donne la parole parce que toi tu explores beaucoup de sujets en lien avec la conscience. Merci Cyril pour cet espace, pour ton accueil. Ce qui est le plus important à mon sens, c'est le message, la transmission dans laquelle on s'inscrit, plus que l'homme, plus que la personne. C'est pour cela qu'en général, je ne m'étends pas trop sur mon parcours, mais ça me fait quand même plaisir de partager certaines choses avec toi. J'enseigne, je transmets depuis plus de 15 ans. La situation actuelle est que j'ai un endroit dans le centre de Paris, un dojo, avec une approche holistique de la transmission, c'est-à-dire qui comprend aussi bien le corps que l'esprit. Je m'inscris dans la continuité de ce que sont des domaines tels que les arts martiaux, dans leur vision intégrale de l'individu, de l'être, c'est-à-dire développer, travailler aussi bien sur le corps avec toutes ses facultés, ses capacités, ses aptitudes physiques, que sur le travail de l'esprit, du mental, principalement avec les approches telles que la pleine présence, la méditation, la conscience. Donc ça, c'est ma transmission, c'est ce à quoi je me dédie dans ce passage. Donc il y a ce dojo à Paris et après il y a d'autres formats, il y a des retraites, des ateliers, des conférences et des formats qui arrivent très prochainement sous forme de documentaire en fait. Des vidéos où je vais rencontrer d'autres experts, des maîtres dans les arts martiaux, des personnes qui aussi ont dédié leur vie à la conscience, à la transmission, et on a des moments d'échange, de pratiques communes, et l'idée c'est aussi de transmettre par ce biais qui sera principalement sur YouTube pour l'instant, et puis après il y aura aussi d'autres formats documentaires. Donc la transmission, le partage, les rencontres, la recherche. La première question que j'aurais envie de te poser, c'est pourquoi cette approche de la conscience parle le corps ? Parce que moi, j'étudie avec beaucoup de personnes et je vois qu'il y a différentes approches de la conscience. Et toi, tu as une approche très holistique, comme tu as dit, du corps et de l'esprit, à lier les deux. Pourquoi cette approche ? Qu'est-ce qui t'anime dans cette approche ? Et comment tu le vis et tu le fais vivre aux personnes que tu accompagnes et aux personnes à laquelle tu transmets ? J'ai eu la chance d'être sensibilisé très jeune de par mon père aux arts martiaux et à la méditation de par ma mère et ma grand-mère, Tai Chi, donc le pont un peu entre méditation et arts martiaux quelque part. Donc très jeune, aux alentours de 4 ans, j'ai commencé par le judo et puis j'ai pratiqué différents styles d'arts martiaux toute ma vie finalement, jusqu'aujourd'hui. Donc je pense que le corps, il a été pour moi déjà un mode d'interaction, une manière de communiquer, une manière de s'épanouir, une manière de comprendre, une manière de rencontrer les autres, parce qu'on rencontre par le corps aussi. Typiquement, le judo, c'est le contact avec le corps des autres et son propre corps. Donc le corps a toujours eu une place centrale dans mon cheminement et j'ai tout de suite su que c'est ce que je voulais faire, c'est ce à quoi je voulais me consacrer. Donc toutes mes études après, à l'INSEP notamment, ont été dédiées à la préparation physique, à la nutrition et toujours en étant aussi pratiquant. Donc voilà pourquoi le corps est... Et pour moi, le support est un vecteur d'élévation de l'esprit. Si on reprend donc les visions martiales, mais aussi les visions yogiques, il n'y a pas d'élévation de l'âme quelque part, il n'y a pas d'expansion de la conscience tant qu'on est incarné, tant qu'on est dans un corps humain. Si nous avons ce corps, c'est profondément spirituel quelque part. On a souvent dissocié le corps et l'esprit en Occident. À mon sens, il n'y a évidemment aucune séparation. C'est un ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. C'est tout à fait logique ce que tu dis et ça m'amène à une autre question. C'est à quel moment, pas forcément de ton histoire, mais tu as compris du coup le lien entre le corps, l'esprit et les états de conscience modifiés qui te permettent d'aller plus loin justement dans la compréhension du tout, de toi-même, de l'univers, j'ai envie de dire, de l'autre, à travers l'autre, de soi-même. Et comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais et à faire découvrir ces états-là à des personnes et d'avoir les compétences aussi, parce que c'est un domaine qui, on le disait en off juste avant, en France, et je trouve pas encore assez mis sur le devant de la scène, ou peut-être peu compris. Donc j'ai envie qu'on en parle pour avoir ton approche, tout simplement. Alors, il n'y a pas un moment précis qui m'apparaît là. C'est plus un cheminement. C'est des moments de compréhension, c'est des moments de ressenti, c'est des insights, c'est des compréhensions, mais c'est une étude constante depuis des années
comme je te le disais, j'ai eu la chance en tout cas d'avoir un environnement, des jeunes qui m'a inspiré et montré quelques voies, quelques pratiques. Après, j'ai creusé de par moi-même, donc ça a toujours été là en fait, les pratiques martiales. Et puis assez tôt, j'ai commencé à méditer, à aller méditer dans différents domaines, c'est-à-dire soit avec des approches très traditionnelles, par exemple bouddhistes, du vipassana, du zen, soit par le yoga, différentes approches, différents courants du yoga, ou aussi la pleine présence, mindfulness, méditation laïque. Et puis étudier, rechercher, beaucoup lu. Dans mon entourage, j'ai aussi la chance, dans ma famille, d'avoir notamment mon parrain qui est docteur en philosophie. Donc il y a toujours eu quand même des échanges aussi avec l'approche de la philosophie, l'approche de la pratique par la méditation. J'ai un autre ami qui est moine bouddhiste, pour le coup, réfugié politique. Donc je pense que toutes ces influences, plus mon étude, plus la recherche, jusqu'au jour où je m'intéresse aussi aux états de conscience modifiés avec les plantes médecine, les champignons, l'ayahuasca, le San Pedro, d'autres plantes. C'est tout un cheminement qui, je dirais, dans cette impulsion, cette intention de transmettre de manière sérieuse et intègre, évidemment tu le sais, tu es scientifique, on se doit d'être en constance dans la recherche, dans la documentation, dans la pratique, d'incarner ce que l'on prône. Et j'ai commencé à entraîner et à transmettre vraiment par le biais du corps, la préparation physique à 18 ans. Et je continuais mes études en parallèle. Et ce que je veux dire, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre. À partir du moment où tu te transmets, où tu es un enseignant, je pense que tu dois aussi être un élève, et un élève jusqu'au bout, de toujours apprendre. Donc pour moi, c'est un peu cette dynamique qui en elle-même est pratiquer, donc se documenter, se renseigner, se former, pratiquer, incarner, transmettre. C'est un peu ce roulement perpétuel. Donc ça a commencé par le biais vraiment très physique, très corporel, avec la préparation physique, le personal training. Et puis quand j'ai senti plus de maturité, plus de recul sur l'aspect de l'esprit, sur l'aspect de la conscience, eh bien, j'ai commencé à intégrer à ma transmission donc cette approche holistique en y ajoutant les pratiques méditatives, les enseignements de la conscience que je pense essentiels et indissociés des pratiques corporelles. Et ce chemin est quotidien, je dirais. Je continue. Pour moi, je suis arrivé de nulle part. Je ne sais rien. Je recherche. Je tâche d'apporter ma couleur, ma compréhension à certaines choses, d'en faire la synthèse et de la faire passer autour de moi. C'est beau ce que tu viens de dire et ça me fait penser à un sujet qui moi me touchait peu avant, comme je te l'ai dit en off, c'est le sujet de l'art. Parce que moi, c'est pas quelque chose que j'ai rencontré dans mon existence en étant scientifique, d'une famille athée qui n'était pas spécialement dans ces domaines-là. Et j'ai vu que c'était une approche que tu avais aussi, en plus des arts martiaux, et qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'en fait, comme tu le disais dans une de tes vidéos, c'est faire descendre du subtil d'une certaine manière. Et la conscience passe par ces vecteurs-là, et elle permet à l'humanité de partager des choses, des émotions, et de ressentir toutes ces choses-là. Et j'aimerais bien que tu nous en parles aussi. Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'art ? Je dirais que dans cette vision globale de l'être, on pourrait dire que toutes les voies d'expression sont intéressantes à explorer, sont intéressantes puisqu'elles se nourrissent toutes les unes les autres. Encore une fois, si je pars un peu de mon expérience personnelle, même si je tâche de pas justement la projeter, c'est juste qu'est-ce qui m'a amené à être sensibilisé à l'art, c'est aussi ma mère qui avait cette sensibilité particulière, qui très tôt m'a fait découvrir la littérature, la poésie, d'autres formes d'expression artistique, et mon grand-père qui était peintre. Donc j'ai baigné aussi dans cet environnement. Et puis je pense que d'une sensibilité à l'autre, c'est vrai que j'ai toujours été très attiré par le beau, le gracieux. Ça rejoint un peu justement à l'art martial. Le corps, la peinture, la sculpture sont des choses qui me parlaient beaucoup. La mythologie, l'émotion qui passe par le corps. Donc c'est un ensemble de choses qui fait qu'il y avait cette ouverture à la dimension artistique. Et puis lorsque j'ai commencé à entraîner le personal training, donc aux alentours de la vingtaine, les choses ont fait que je me suis retrouvé à entraîner principalement dans le milieu artistique. Donc parmi mes élèves, les personnes que j'entraînais, il y avait des photographes, des peintres, pas mal d'acteurs, des chanteurs, vraiment des artistes performants
dans différents domaines, dans différents univers, dans la mode aussi, les designers, etc. Donc le fait d'être au contact aussi de ces élèves, c'est quand même des moments d'intimité quand tu entraînes quelqu'un, quand tu transmets. Donc il y a des discussions, il y a de l'échange, c'est que de l'échange. Donc forcément, ça m'a encore plus sensibilisé. Et puis, je pouvais être aux côtés d'un acteur que je préparais sur des plateaux de cinéma. Je pouvais suivre quelqu'un en tournée, un artiste dans la musique en tournée, accompagner d'autres artistes dans des foires d'art ou à l'opéra, etc. Donc, il y avait aussi ce rapport où certaines personnes que j'entraîne deviennent mes amis. Et puis, je commence à aller de plus en plus aussi voir différents types et puis être invité dans des vernissages, dans des avant-premières, etc. Donc ça ne fait que me nourrir et m'inspirer. Si bien qu'au fil de ces rencontres et de ce cheminement, on commence à me proposer aussi de performer de par mon background en fait, avec les arts martiaux. Une chorégraphe me propose d'intégrer sa compagnie de danse-théâtre. Donc on danse différents styles de danse, mais avec tout ce côté aussi très expérimental où on peut allier différents types de performeurs, différents types d'artistes. Et elle voulait un artiste martial pour mixer la danse et les arts martiaux. Et on va dire que là, ça a été réellement une autre forme de révélation, de se retrouver sur scène, de se retrouver face à la caméra, etc. pour performer, pour exprimer quelque chose par le vecteur qu'est le corps et finalement l'esprit, l'appareil émotionnel dans sa globalité. Et c'était assez cohérent finalement avec le fait de transmettre ce que je faisais, puisque c'est toujours une question de transmission. Évidemment, dans l'art, tout est transmission. Donc j'ai fait ça une dizaine d'années en parallèle de ce qui est resté mon activité principale, c'est-à-dire la transmission et l'enseignement. Et sous différents formats, donc dans des compagnies de danse, de théâtre et aussi pour le cinéma, notamment avec les cascades physiques. Donc aussi parce que les arts martiaux, etc. Donc ça a été tout un tas de rencontres. J'ai travaillé avec des artistes contemporains aussi en utilisant le corps pour modèle, pour de la peinture, pour de la sculpture, pour de la photographie, où finalement ce corps devenait une matière que l'on peut sculpter, que l'on peut façonner, qui devient un support quelque part, un support artistique, un support d'expression. Donc ça m'a permis en fait d'expérimenter plein de biais et de continuer à me nourrir, à me cultiver, à élargir le champ. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter toute production artistique pour la simple et bonne raison que je tâche de concentrer toute mon énergie sur ce qui me semble être ma zone d'expression, là où je suis le plus pertinent, c'est-à-dire dans ce que je fais aujourd'hui, l'entraînement, l'enseignement, sur cette approche du corps, de l'esprit, tout simplement pour resserrer mon énergie et être juste dédié totalement à une chose. Mais ça a été en parallèle deux très très belles expériences et de très belles rencontres. C'est intéressant, je vois se dessiner ton parcours qui t'a amené jusque-là et comme tu dis, à pouvoir focaliser. Il y a une question que j'aimerais te poser. Juste avant, tu parlais des plantes médicinales. Donc moi, j'ai pu faire l'expérience de l'ayahuasca qui a totalement métamorphosé mon existence personnelle et ma compréhension du monde. Quel regard tu portes sur ces plantes qui nous permettent d'élever la conscience et qu'est-ce que ça apporte selon toi? Et qu'est-ce qu'on pourrait en tirer, nous, occidentaux, français, qui nous écoutent, en tant que compréhension, tout simplement? Ces plantes, médecine, donc on parle particulièrement, parce qu'évidemment, il y a toute une pharmacopée, les plantes et leurs aspects curatifs, thérapeutiques, médicinaux, au sens très très vaste et partout dans le monde, c'est infini. Je veux dire, tout est dans la nature, tout est là, tout a toujours été là. C'est vrai que je pensais plus à des plantes comme l'ayahuasca ou l'iboga. Les plantes amenant à des états de conscience modifiés, donc avec la partie psychédélique, avec la partie, on va dire la partie sur le travail, sur la dimension spirituelle. Voilà, c'est ça, exactement. Du cheminement avec les pratiques méditatives qui nous amènent à des états de conscience modifiés aussi. Bien sûr. L'impulsion de vouloir aller plus loin, en tout cas comprendre aussi ce que pouvaient être d'autres formes d'états de conscience modifiés, de par mes rencontres. Je commence à intégrer cela il y a quand même maintenant quelques années à mes pratiques, à ma recherche, à mon étude. Et effectivement, ce que je peux dire aujourd'hui de manière sérieuse, c'est
le pouvoir thérapeutique au sens large de ces plantes, de ces sagesses est immense. Alors évidemment, ça nécessite énormément d'intégrité dans la manière de le faire, dans les cadres du sérieux, dans la manière d'accompagner les gens. Donc c'est très vaste, hein. C'est juste que je suis en train de voir par quel angle aborder ce sujet en même temps que je t'en parle. Ces sagesses et ce savoir est connu par l'homme, par nos ancêtres, de par le monde, hein, dans plein de régions du monde, même en Europe, depuis des millénaires. Donc ça a été au cœur de bien des sociétés, peut-être particulièrement aussi en Amazonie. Et dans ces régions, si on parle de l'ayahuasca, évidemment, il y a d'autres plantes médecines. Mais on avait déjà, évidemment, depuis des millénaires, compris à quel point la nature pouvait nous enseigner. Nous sommes la nature, nous ne sommes pas extérieurs à la nature. Donc à quel point, avec ces plantes, ces intelligences suprêmes qui nous dépassent à bien des aspects, on pouvait utiliser certaines médecines pour avoir ces expansions de conscience, ces compréhensions profondes. Certains pourront parler de voyage dans les autres dimensions, ou voyage vers les autres mondes. Ce qu'il faut retenir, je pense, pour nous en Occident, c'est que aujourd'hui, certains médecins, certains chercheurs, certains scientifiques ont la sagesse, l'ouverture d'esprit et de cœur, je pourrais même dire, de réintégrer ces médecines, ces thérapies, notamment aux États-Unis, en Australie, ça bouge, hein. Ça bouge un peu partout dans le monde. Les traitements par les médecines psychédéliques pour la dépression, l'anorexie, l'anxiété et d'autres troubles mentaux. Donc vraiment pour des pathologies bien particulières. Après, d'ordre beaucoup plus général, hein, nous concernant tous, les unes et les autres, c'est délicat parce que c'est quelque chose, c'est un domaine qu'on ne peut que conseiller à tout le monde au sens... cette prise de conscience, cette ouverture du champ, cette expansion de conscience, cette ouverture du cœur, elle est, à mon sens, quelque chose qui pourrait aider grandement notre époque dans son évolution, dans son passage à un autre état, ne serait-ce que pour réaliser que on est en train de se détruire, on est en train de s'auto-détruire, on est en train de s'entretuer, mais ne serait-ce que pour réaliser que il y a une unité entre nous tous, il y a ces liens fondamentaux, il y a cette même essence que nous partageons. Donc c'est délicat de dire, évidemment c'est des choses très intenses qui demandent un suivi et une manière de les aborder avec beaucoup de sérieux, beaucoup de sagesse, mais en même temps c'est quelque chose pour lequel il faut s'engager, pour lequel il faut travailler pour que ça puisse retrouver une place importante dans nos sociétés, pour justement peut-être avoir un accès avec... Tu disais que tu étais athée et que tu as eu cette prise de conscience, cet éveil, cette connexion à ce qu'on pourrait appeler le divin ou la source, ou des compréhensions très très fortes, très profondes. Eh bien, quelque part, c'est un accès, c'est un enseignement direct, non dogmatique, par une expérience. Et c'est ça qui, je pense, est très intéressant et très puissant dans les plantes médecines. Phénoménal. Exactement. Après, au-delà de ça, il y a évidemment énormément de petites déclinaisons, des compréhensions sur des traumas d'enfance, des traumas familiaux, des aspects de l'ego qui ne sont pas consciemment vécus, sur lesquels on va pouvoir mettre de la lumière et réaliser un peu plus qui nous sommes au fond, éventuellement enlever des couches d'illusions, des couches de choses que l'on porte, de conditionnement, de conformisme, de formatage ou de schémas limitants qui nous entravent dans nos vies et qui nous entravent dans les relations avec les autres et l'environnement. Donc c'est un univers extrêmement vaste que nous ouvrent les états de conscience modifiés, notamment avec les plantes médecines. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit trouver la manière de les réintégrer avec la sagesse, et aussi avec la sagesse de ne pas tomber dans une nouvelle mode de la pseudo-spiritualité comme une nouvelle manière de nourrir son ego quelque part, et aussi toujours en restant dans le respect de la source de ces plantes médecines, de ne pas tomber dans une énième production de masse intensive pour faire des hectares d'ayahuasca. Enfin voilà, c'est pour ça que c'est assez délicat, parce qu'il y a toute une sagesse qui va avec, déjà de la manière dont c'est produit, récolté, servi, l'encadrement durant les cérémonies, l'intégration post-cérémonie. Donc c'est tout un paradigme en fait global autour de ces plantes médecines, et c'est là où on doit être vraiment humble et continuer de se tourner vers les chamans, vers les pagés, vers les sages, vers les personnes qui ont encore
le savoir aujourd'hui de la globalité de ce qu'implique le traitement par les plantes médecines. C'est très clair que c'est quelque chose de sérieux. Moi, c'est ce que je dis et je répète toujours. De par mon parcours, c'est assez simple de voir que je suis quelqu'un de sérieux parce que j'étais scientifique et j'ai jamais accédé à d'autres états de conscience modifiés avant. Donc, comme tu l'as dit, j'étais athée, j'ai découvert cet accès-là. Pour moi, c'était un monde caché, un monde nouveau et quelque chose qui s'inscrit aussi au sein de la société française, européenne et mondiale à une échelle de temps où je pense qu'il y a un éveil plus global des personnes qui sont pas forcément adeptes de ces sujets-là. Moi, par exemple, la spiritualité n'a occupé 0% de mon existence, littéralement, jusqu'à mes 25 ans. Religion confondue, c'était des sujets que je ne comprenais pas, qui ne m'intéressaient pas. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que par ce genre de choses, ne serait-ce que d'avoir l'information, l'explication, d'en parler dans un podcast, dans les émissions télé, dans les journaux, etc., on peut comprendre qu'il y a d'autres choses, qu'il y a une expansion de conscience et qu'effectivement, il y a d'autres sujets, qu'il y a des personnes qui ne sont même pas au courant, en fait. C'est vrai que pour moi, la première chose, c'est la prise de conscience. Et après, de le faire dans le respect, évidemment, de la culture, de la tradition et des personnes qui savent, parce que c'est quand même un monde qui est particulier, qui peut être inhospitalier, entre guillemets, pour quelqu'un qui n'y a jamais mis les pieds, mais qui peut être, comme tu dis, vecteur d'une élévation spirituelle saine et incroyablement puissante, au sens noble du terme, comme moi j'ai pu le vivre, qui a transformé ma vie. Et c'est beau, en fait, tout simplement. Mais effectivement, c'est pas forcément notre culture, donc faut pas faire de l'appropriation, ni tomber dans un délire où ça pourrait être vu comme quelque chose de commercial ou à la mode. C'est quelque chose de profond. Et je pense que je voulais traiter le sujet avec toi de manière sérieuse, encore une fois, dans le sens où je trouve que tu incarnes très très bien cette valeur de dire ok, on peut accéder à des états de conscience modifiés, mais il faut le faire en intégrité, en étant aligné avec soi-même. Et ouais, c'est vraiment important pour moi d'avoir cet angle-là. Parce que je trouve qu'en Occident, on a un manque de respect vis-à-vis de ces cultures-là. Et je pense peut-être que c'est de l'incompréhension et on a du mal à comprendre toutes les belles choses que ça peut nous apporter en fait dans notre vie quotidienne, comme tu disais, dans la relation à l'autre, dans nous-mêmes, dans notre introspection, comment mieux se comprendre, comment mieux comprendre l'humain au sens propre avec un grand H. Et c'est des choses qui moi, me fascinent et m'animent énormément, à tel point que je vais bientôt commencer des retraites aussi, où j'aimerais pouvoir parler de la méditation, où j'aimerais pouvoir permettre à des gens qui étaient comme moi avant, entre guillemets, pas du tout dans ces sujets-là, de rentrer par la petite porte et de découvrir un petit peu ces prises de conscience et ces mondes-là. Et je pense qu'il y a un mouvement en ce moment même qui prend de l'ampleur, même si moi, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai découvert toutes ces choses-là, parce que j'avais fait l'ayahuasca il y a à peine 1 an et demi. Je comprends bien que c'est quelque chose qui est millénaire, et les personnes qui font ça, c'est quelque chose qui se passe de génération en génération et qui n'a pas attendu 2023 après Jésus-Christ, la technologie, le fait qu'il y ait de l'information à outrance pour en parler. C'est une sagesse ancestrale qui vient de la Terre, en fait. Et comme tu l'as dit, nous sommes la nature. Donc c'est vrai que ce sera comme ça, j'espère, tant qu'il y aura des hommes sur la Terre. Et c'est fabuleux. Mais c'est vrai qu'à l'heure de l'information, de la technologie, des caméras et de TikTok, où on fait une vidéo bien tournée et que l'information passe et elle infuse dans les esprits, dans les corps, par les vibrations et les fréquences, moi que j'aime beaucoup, expliquer aux gens dans le champ quantique, par les informations du quantique, la puissance de la physique quantique. C'est fabuleux parce que je pense qu'on vit quelque chose tout de même qui est dingue en termes d'éveil de conscience en fait. Et moi, c'est aussi pour ça que je t'ai invité, pour parler peut-être au sens plus global de la société, de cet éveil de conscience et de comment toi tu le vois, de par toute ton expérience, tes 15 ans d'expérience dans le domaine, avec ton recul, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, maintenant à l'étape où on est, et le futur de ce qu'on entrevoit? Tu as évoqué plusieurs choses essentielles. Déjà, tu parles d'humanité. Effectivement, il y a des sagesses, des traditions, des enseignements, des cultures spirituelles, métaphysiques, dans le rapport à la nature, dans différentes régions du monde. Et c'est ça le miracle, quelque part, de cette planète, c'est cette multiplicité.
c'est cette différence, c'est tous ces champs, ces courants, cette richesse humaine au sens large, et ce potentiel en fait de contribution, de coopération avec plein d'influences différentes, avec une richesse aussi vaste qu'il y a d'individus. En plus, chaque individu, même en soi, même au sein d'une même région du monde, a potentiellement sa propre voie d'expression, a sa propre tonalité à apporter au monde. Et aujourd'hui, on est aveuglé par la division, la fragmentation, la séparation. Déjà au niveau interne, individuel, tout ce qui est fragmenté en nous, ces différentes couches, ces différents masques, ces différentes facettes de l'ego, et puis cette fragmentation par manque de compréhension et manque d'éducation. On ne nous a pas aussi éduqués et éveillés jeunes dans nos sociétés, notamment en Occident, à être avec les autres quelque part. On nous a beaucoup éduqués à l'individualité, à l'individualisme. C'est aussi toute une société évidemment qui favorise grandement l'égocentrisme, le repli sur soi-même avec tout ce que l'on sait, et la compétition. Donc il y a cette énorme part de fragmentation, mais c'est aussi grand potentiel d'unité, dans le sens où à l'origine nous émergeons tous de cette source commune. Et ça, c'est aussi certainement un des aspects fantastiques de l'époque que nous vivons aujourd'hui, comme tu l'as évoqué, grâce à la physique quantique, en tout cas grâce à la science. Donc si on prend la physique quantique, si on prend les sciences cognitives, l'étude de l'épigénétique, la philosophie, les sagesses ancestrales, il y a une convergence d'informations, de compréhension, de connaissances énormes, mais qui finalement, sans parler évidemment de tout ce qui est dogmatique et extrême, mais toutes ces sagesses scientifiques, philosophiques, spirituelles, elles disent la même chose, avec des manières de l'exprimer différentes, et c'est ça qui est beau. C'est que du coup, ça peut parler à tout le monde. Après, c'est juste comment on regarde le prisme de la conscience. En fait, c'est la même chose avec une multitude de langages. Donc c'est universel, merci. Et on a la convergence de tout cela aujourd'hui. Les vases communicants, le yin, le yang, le chaos et l'ordre, la vie, la mort, les ténèbres, la lumière, autant d'images, autant de symboles au cœur de bien des enseignements depuis la nuit des temps. Évidemment, si on parle par exemple du taoïsme, le yin, le yang, c'est très clair. Je pense que c'est une image qui parlera à beaucoup d'entre nous. Donc, si on reprend un peu cette idée d'un équilibre fondamental, d'un ordre supérieur, en tout cas d'un ordre qui nous dépasse, c'est-à-dire que même dans le chaos, il y a un ordre mais qui nous dépasse au sens de la compréhension humaine. Pourquoi il y a autant de violence? Pourquoi il y a autant de guerres? Pourquoi il y a autant de souffrance sur cette planète aujourd'hui et depuis des siècles? Le pourquoi du comment, c'est quasiment impossible de répondre à ça. Évidemment, on peut décortiquer tous les contextes politiques, culturels, questionner toute l'ignorance humaine quant à le caractère sacré et infiniment précieux de la vie. Mais certainement que dans ce mouvement qu'emprunte l'univers et dans ce mouvement qu'emprunte notre planète, notre civilisation à l'heure actuelle, en réponse ou dans une forme d'équilibre avec toute cette guerre et toute cette destruction et cette division, il y a l'émergence de quelque chose. L'émergence de quelque chose qu'on pourrait donc nommer conscience. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui nous touche profondément, et c'est pour ça qu'on est là à en parler, et qui émerge de plus en plus, mais ça ne peut émerger quelque part à partir du moment où on se laisse ouvrir et on se laisse être un vecteur, on se laisse dépasser par cette énergie, par cette conscience beaucoup plus profonde que nos petits égos et nos petits personnages limités, pour justement se rappeler de cette source, de là où on vient, de ce mouvement
primordial de la vie. Et donc, oui, c'est en train d'émerger. Ce n'est pas un délire New Age. Il y a quelque chose qui se passe, et certainement depuis des millénaires. Mais il y a toujours cet équilibre, je pense, à réaliser entre... Il y a ce qui se produit et il y a ce en quoi on décide de s'engager, ce à quoi on décide de croire, mais pas de croire de manière... superficielle, de ressentir dans son corps, dans son cœur, dans son âme, qu'il y a quelque chose qui tend vers l'unité, qui tend vers l'expression de ce qu'on pourrait appeler l'amour. Et embrasser cette responsabilité si on en a la capacité, parce que il y a tellement de nos sœurs et frères qui, de par le monde, n'ont même pas la possibilité de s'inscrire consciemment dans ces mouvements de conscience, parce que oppressés par la guerre et la division et la destruction. Donc je pense que c'est d'autant plus une responsabilité pour ceux comme nous qui ont tout le luxe de pouvoir dédier du temps qui ne sont pas dans la survie au sens direct, de pouvoir endosser cette responsabilité déjà de manière individuelle, de s'éveiller, de travailler sur son cœur, sur l'ouverture de son esprit, sur des compréhensions plus profonde, plus directe, d'avoir une expérience de ce que serait l'unité de manière individuelle. Et évidemment, si chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, il va y avoir un changement. On ne sait pas combien de temps ça prendra. Ce qui est sûr, c'est que chacun d'entre nous, on a une pierre. Si on est là, dans cette vie, dans cette incarnation, c'est pas pour rien. On a la possibilité de transformer le monde, d'avoir une forme de révolution de la conscience. Dire combien de temps ça prendra, c'est quasiment impossible, mais tout dépend de à quel point on le veut, à quel point on le désire, à quel point on s'engage en âme et conscience dans ce mouvement qui, oui, est en train de s'opérer sur cette planète. Je pense qu'il y a quelque chose que tu as dit qui est intéressant, c'est que chacun individuellement, dans sa petite vie, dans son petite évolution, peut comprendre des choses, peut s'éveiller, mais ce qui est beaucoup plus puissant, c'est de laisser transparaître effectivement la conscience elle-même à travers de chaque vecteur que nous sommes, et de mettre de côté, comme tu l'as dit, l'ego et notre petite personne qui en soi, effectivement, ici-bas, on y accorde beaucoup d'importance, mais c'est vrai que quand on regarde avec une perspective plus grande, on réalise bien que ça nous dépasse. C'est quelque chose qui transcende, en fait. Et je pense que les personnes comme toi, et j'espère moi aussi, ont eu la chance peut-être d'accéder un petit peu de plus près à ces choses-là, ont l'humilité de comprendre qu'en fait c'est quelque chose qui nous unit tous. Et effectivement, c'est pas facile d'avoir accès à ça parce que dans nos vies, on n'a pas tous le luxe, le loisir, la chance d'accéder de manière superflue, on pourrait presque dire, même si c'est quelque chose à laquelle on pourrait se connecter avec une transcendance sans forcément être dans une vie très, très superflue, occidentale, etc., entourée de matière. J'ai eu l'occasion, moi, peut-être aussi, toi aussi, d'aller dans des pays où il y a beaucoup de connexions, il y a beaucoup de conscience, peut-être en Inde, peut-être en Asie, sans forcément avoir le faste de l'Occident. Mais c'est vrai que je pense qu'en Occident, il y a ce côté où on a encore un manque de conscience de la profondeur d'esprit de ce qu'est la conscience, de ce que nous sommes en tant qu'être humain, qui nous empêche encore peut-être d'accéder à cette vision holistique. Tiens, si je puis dire le terme, parce que toi, ce que tu fais, c'est clairement une vision holistique, au sens noble du terme, et qui est en train de s'inscrire un peu plus dans nos quotidiens. Quand tu ouvres les réseaux sociaux et que tu vois des personnes parler de choses holistiques, etc., en enlevant toute cette partie New Age des personnes qui savent pas vraiment de quoi elles parlent, je parle vraiment des personnes qui sont ancrées et alignées comme toi, et je trouve que c'est une vision qui est belle et qui porte cet éveil de conscience en profondeur. Si on n'est pas sérieux et intègre dans l'impulsion, dans la dynamique de devenir un chercheur de ce que nous pouvons être essentiellement, de ce que nous pouvons être profondément, au-delà de tout le conformisme, au-delà de toute l'illusion, le voile de l'illusion, comme on peut retrouver dans différentes cultures, ce fameux cette image d'avoir un monde, mais où on n'en voit pas réellement
la réalité quelque part. Après, qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que la vérité? C'est pour ça que c'est très délicat, parce que si quelque part on propose une voie de ce que serait la vérité, on tombe dans une énième approche dogmatique, une énième solution et une énième religion quelque part. Mais se comporter de manière religieuse dans le sens, dans l'étymologie, dans ce que pourrait être le sens véritable, d'être religieux, d'être l'égard, d'être relié, d'expérimenter, d'incarner cette reliance, ça, c'est quelque chose qu'il appartient à chacun de découvrir. Évidemment, ça peut prendre une multitude de formes. Évidemment, il y a des principes, il y a des enseignements, il y a des voies, et il y a des compréhensions. Et je pense que c'est aussi ce que toi et moi, on tâche de faire. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont avoir la faculté, les capacités et surtout l'envie de vouloir dédier leur chemin, leur passage, leur vie à proposer ces principes sans forcément justement, et ça c'est je pense aussi une posture hyper importante, sans se poser en tant qu'autorité ou en tant que sachant, mais plutôt le bon enseignant serait celui qui peut éclairer la première marche, qui peut allumer cette petite étincelle chez l'autre en lui tendant la main, en lui tendant certains outils, certains principes, mais qui surtout ne formate pas, permet une ouverture et que chacun puisse être sa propre lumière, de faire réaliser à l'autre qu'il est sa propre lumière, qu'il est son propre maître. Et il est vrai que ce cheminement de conscience n'implique pas d'aller dans des ashrams au bout du monde ou de renoncer à tout ou tomber dans une forme d'ascétisme total. C'est dans chacun de nos gestes. C'est dans le moment où on prend nos enfants dans les bras. C'est dans le moment où on est avec les êtres que l'on aime. C'est dans les moments où on se pose dans un état de vacuité suffisant pour recevoir le monde, pour recevoir l'instant. C'est dans les moments où on accepte de voir les choses avec une vision pénétrante, où on ne projette pas de soi et de ses croyances et de tout son savoir et de tout ce qui empêche un contact direct avec le moment, avec l'objet de ce que l'on regarde, observe ou même contemple. Donc il y a évidemment beaucoup de voies. On peut parler de l'art aussi, l'art véritable et certainement une puissante opportunité pour certaines ouvertures de champ. Et c'est ça qui est riche, c'est que chacun peut être touché différemment pour aller à ce même endroit d'expansion de conscience, d'incarner la reliance et d'incarner une vie où la séparation ou la fragmentation avec les autres se dissout. Alors évidemment, on est éprouvé tous les jours lorsqu'on a affaire à de la violence, à de la bêtise, à de l'ignorance. C'est quelque chose qui nous challenge en permanence. On se fait agresser, on se fait insulter, on voit des choses injustes, mais il y a toujours une manière d'agir en conscience, même avec fermeté. L'histoire, il ne s'agit pas d'être dans un monde de bisounours, puisque de toute façon, on n'y est pas du tout objectivement, mais d'avoir toujours un espace où on peut agir avec conscience, même si parfois il s'agit d'être ferme et très présent et très ancré, mais d'arrêter avec le fonctionnement automatique, l'embrigadement de nos consciences, le côté où on n'exprime pas nos potentiels. On en a tous la capacité et c'est quelque chose qui peut être fait pour tout le monde, en fait. Parce qu'il n'y a pas... C'est pas quelque chose à rajouter à nos vies ou qui va nous coûter du temps. C'est une transformation de la vision, c'est une ouverture des yeux, du troisième œil, si on veut prendre ces images, dans la vie, instant par instant, moment par moment. Et c'est là où effectivement la méditation, les états de conscience et certaines voies et certaines pratiques peuvent nous permettre d'aiguiser notre sensibilité, de d'éplucher des couches, d'enlever ce qui bloque, ce qui ne permet pas ce contact pour commencer à l'incarner au quotidien. Mais c'est un processus, nous sommes un processus. C'est pas quelque chose qui peut se produire du jour au lendemain, même si on peut avoir des épiphanies, comme tu l'as dit, des éveils extrêmement forts, notamment avec les plantes médecines ou des méditations, ou même des moments dramatiques dans la vie. Des personnes qui ont eu des deuils, des expériences de mort imminente. Il peut y avoir aussi cette prise de conscience où on se dit, mais
je n'ai qu'un passage éphémère. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Qu'est-ce que je fais à chaque seconde? Cette intensité, cette grâce infinie, ce cadeau qui m'est fait d'être incarné dans ce monde, dans ce corps et de pouvoir interagir avec d'autres êtres, avec même d'autres formes de vie, les animaux, les végétaux, c'est un miracle à chaque instant, à chaque jour, c'est un miracle. Donc renouer avec cette sensibilité, c'est aussi certainement le carburant, le moteur de ce qui nous permet une transformation jour après jour. C'est beau ce que tu viens de dire. Et je pense que c'est profond parce que, effectivement, comme tu dis, il y a des épiphanies. Et moi, ce que je trouve le plus beau, le plus profond, c'est de le vivre à chaque instant. Effectivement, cette proximité avec la mort, avec la fin de vie, dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, du moins, nous rappelle à quel point il y a une importance, une urgence de vivre en conscience. Et sans forcément vouloir propager l'éveil de conscience à tout prix, mais d'avoir cette notion d'être conscient de qui on est, de ce qu'on fait, et en profondeur. Et c'est pas facile, je trouve, dans une société qui va vite, dans une société qui est violente, dans une société qui est fragmentée. Et pourtant, comme tu dis, il y a cet éveil de conscience qui s'opère. Mais c'est vachement intéressant d'essayer de comprendre et de rappeler toujours, parce que c'est un éternel recommencement à l'échelle de la vie, c'est que des cycles, de le remettre sur le devant de la scène. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je t'invite sur le podcast pour parler de ce sujet-là, pour que peut-être il y ait des personnes dans mon audience qui sont beaucoup des entrepreneurs ou des personnes qui sont pas forcément au fait de ces sujets-là, qui découvrent, en fait, tout simplement par la petite porte, par un pas, par une écoute, par un mot qui vibrerait en eux, et l'ouverture du cœur, comme tu dis tout à l'heure. Je pense que ça peut prendre beaucoup de formes pour s'exprimer dans un seul être. Et c'est vrai que l'éveil, moi je le réalise de par mon parcours, a été assez brutal, violent même, si je puis dire, mais salvateur, parce que beaucoup de questionnements répondus, beaucoup de compréhension, beaucoup plus d'amour de soi, beaucoup plus de compréhension de ce que je venais faire ici, à l'échelle individuelle, et à la fois de comprendre la société à l'échelle collective, de comprendre pourquoi y a des personnes aussi qui se déchirent, parce que la spiritualité, c'est quand même quelque chose qui rassemble et qui déchire à la fois beaucoup de personnes dans le monde, de par les religions, de par les modes de pensée, de par les dogmes, comme tu l'as dit. Et moi, j'aime essayer de comprendre ce qui est universel dans un humain, parce qu'on est tous sur la même planète, et comme tu peux le voir ici d'ailleurs, il y a beaucoup d'images autour de nous dans cette pièce qui rappellent l'espace et l'immensité du cosmos. Et j'essaye de toujours matérialiser où est-ce qu'on se trouve à l'échelle du tout, du moins de cet univers visible de la troisième dimension, pour comprendre et avoir du recul aussi sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on doit faire, sur le respect qu'on doit avoir envers la vie elle-même, comme tu l'as dit. Et je trouve que ça fait du bien aussi de mettre les choses en perspective pour pouvoir se rappeler de tout ça dans notre vie quotidienne. Parce que c'est vrai que des fois, on perd le sens de tout ça quand on est, comme ici, dans un appartement parisien avec du vis-à-vis et qu'on est dans une vie quotidienne. Et c'est aussi ça que j'ai envie d'impulser à travers ce média, à travers ces échanges avec toi, pour ouvrir la porte, en fait, pour ouvrir la fenêtre, pour ouvrir le champ de conscience et amener un peu plus d'écoulement dans ce moulin qui permet de la paix aussi. Parce que moi, je pense que ça m'a apporté beaucoup de paix et de quiétude de découvrir ce monde-là, cet univers-là, qui m'était totalement inconnu. Et je pense que toute cette fragmentation de la société, toute cette haine, qui sont des fréquences très basses, qui alourdissent les âmes des personnes qui sont là et qui en sont peut-être inconscientes, elle fait du bien à travers l'art, à travers l'amour qui est propagé. Ça allège en fait. C'est vraiment comme ça, moi, que je le vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'intéresse de plus en plus à l'art, à la musique, à des choses qui me font vibrer de l'intérieur, qui me procurent de l'émotion, et que j'essaye de comprendre un peu plus qu'est-ce que vivre, en fait. Et là, on rentre dans de la philosophie. Mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on vient faire ici, en fait. Et je touche du bout du doigt quelque chose qui, pendant 25 ans, n'avait littéralement eu aucun impact sur moi. Et c'est vrai que j'espère de tout mon cœur qu'il y aura un maximum d'humains, du moins sur la plage temporelle où je serai, avec lesquels je pourrai parler de ces sujets-là, échanger sans être dans un prosélytisme ou promouvoir ces choses-là. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens
que ça intéresse pas et qui font leur vie et c'est ok. Et je le comprends tout à fait. Moi, j'ai passé 25 ans de ma vie sans m'intéresser à ces sujets-là. Quelqu'un qui veut pas en entendre parler, qu'il en entende pas parler. Mais la beauté de ces sujets-là, c'est fabuleux. Et je pense que fondamentalement, des personnes comme toi font du bien aussi à la société. Pas à l'échelle individuelle, mais de par ta présence, de par ce que tu incarnes seulement, tu vois. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus qui pourront parler de ces sujets-là, encore une fois, pour amener de la paix dans les âmes, au sens spirituel et au sens matériel aussi du terme. Plus de quiétude dans notre société. Et Évidemment, on ne peut que espérer, visualiser, mais en même temps, je pense qu'on le manifeste. bien sûr. On le manifeste de par ses intentions, on le manifeste de par ce que l'on tâche de laisser rayonner à travers nous. Tu parlais de fréquence et de vibration, effectivement, tout est vibration. Tout n'est qu'énergie. De se mettre à ces fréquences au quotidien, d'être dépassé par ce courant, de s'ouvrir à, comme on le disait tout à l'heure, à quelque chose de plus grand que nous. Il y a évidemment la personne en elle-même, mais il y a ce message, cette transmission, cette intention pour lequel chaque geste compte et chaque geste est investi. Et c'est vrai que c'est très complexe de trouver l'équilibre dans la manière de le faire rayonner, parce qu'on a toujours, je pense, tendance, une fois qu'on a été suffisamment touché et bouleversé par certaines choses, à vouloir rallier un peu tout le monde à cette cause. Et je pense que ça, c'est un peu le mécanisme naturel lorsqu'on a des moments d'éveil, des moments de prise de conscience, des moments d'ouverture de cœur, de réalisation en soi. Et c'est là où je pense qu'on rentre aussi dans la complexité du quotidien. C'est comment est-ce qu'on l'organise, comment est-ce que on ne force pas, parce que les choses, je pense, ne doivent pas se faire en force. Il y a le courant de la vie et puis il y a nager à contre-courant et donc employer la force, trouver la manière d'être dans cette fluidité, dans ce lâcher-prise et aussi justement ne pas tomber dans cette prétention quelque part, parce que cette force-là, elle a pas besoin de nous. Nous sommes elle est nous, mais elle n'a pas besoin de nous. Elle agit d'elle-même. Donc être dans la non-résistance à la vie et le laisser transparaître par les actions, par les intentions, par les engagements. Et là réside un peu le défi du quotidien pour amplifier cette conscience. Et s'il y a peut-être une voie qui, nous pourrions le dire, reste la grande porte pour cela et pour tout le monde, ça serait réellement la méditation. C'est quelque chose qui a une telle puissance en fait. Alors évidemment, on pourrait parler de la méditation pendant des heures. Ça veut tout et rien dire la méditation, mais on pourrait la définir comme un état de pleine présence, moment par moment. Et dans tout ce que l'on fait. Ce n'est pas forcément adopter cette posture formelle en lotus, ou dans d'autres postures ou dans des asanas, etc. C'est plutôt cet état de pleine présence à la vie, à l'environnement, et d'avoir cette connexion totale avec tous les sens, avec la sensibilité au sens total, mais aussi avec les mouvements mentaux, les manifestations de l'ego, les manifestations de la pensée, les manifestations des peurs, des schémas limitants, ou de la joie, peu importe, mais d'avoir en fait une acuité, une présence intense, une vigilance en somme, qui nous permettent justement cette action consciente, ce déploiement du potentiel dans l'instant. Et finalement, c'est le seul moment déjà où l'on vit, et c'est le seul moment où on peut agir. C'est dans l'instant, c'est dans l'ici et maintenant. Et la pratique de la méditation de manière quotidienne, et je pense qu'il y a de plus puissant de manière collective. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je disais, paradoxalement, c'est aussi le plus simple peut-être. On s'imagine que c'est compliqué. C'est drôle, aujourd'hui, hasard du calendrier, on est le 12 décembre, le 12-12, et j'organise un atelier de méditation ce soir même, avec une quinzaine de personnes, pour justement
partager ces instants-là. Et je pense qu'on s'imagine souvent, enfin dans la société, les personnes qui n'ont jamais fait de méditation, que c'est compliqué, alors qu'en fait l'accès y est très simple et on n'est pas obligé d'être dans une pratique compliquée. Ah, merci, tu m'as réouvert ce que je voulais dire. C'était justement cet accès simple parce que on peut parler de beaucoup de choses, etc. On dit ouais, mais c'est bien, mais on commence par où? Bien sûr. Ça serait déjà une très grande porte, ça serait déjà une grande réponse en soi que d'entamer une méditation réelle, hein, non dogmatique, non formatée, pas dans l'auto-hypnose, pour s'anesthésier de ce qui est justement, même de la... Mais au contraire, être au contact, même avec les douleurs, même avec ce qui est dur, et surtout justement avec ce que l'on ne veut pas voir, mettre la lumière sur nos zones d'ombre et se guérir déjà. Pour pouvoir contribuer au monde, il y a déjà tout ce processus de guérison, ce processus de soin et de mise en lumière sur nos parts d'ombre que l'on doit pouvoir incarner et réaliser à chaque jour, ce soin. Avant de pouvoir tendre la main aux autres, il faut déjà pouvoir... travailler sur soi. Exactement, être déjà en accord avec soi-même et se décharger du poids de certaines choses qui ne nous appartiennent pas directement. Mais il y a une puissance dans cette pratique, moi je suis d'accord avec toi, qui a fait le tour de quelques pratiques, de ma toute petite expérience qui n'est pas très ancienne, mais je me rends bien compte qu'effectivement le pouvoir de la méditation est d'une simplicité et d'une puissance qui est incroyable. Et c'est vrai que même si certaines personnes pourraient dire que ça fait pas partie tellement de la culture occidentale au sens propre du terme, s'asseoir et méditer en lotus avec les doigts comme on les connaît façon mudra indienne, mais il y a tout un tas de formes de méditation qui permettent d'être en pleine conscience, comme là on l'est, les yeux dans les yeux, et d'être pleinement là dans l'instant présent en fait, et qui rendent la vie, qui magnifient la vie d'une certaine manière, parce que ça intensifie le temps qui s'écoule de chaque seconde. Quand tout à l'heure tu parlais du fait qu'on peut pas arrêter l'écoulement de cette énergie, qui même après nous, après notre mort, avant notre naissance, pardon, s'écoule et elle s'écoulera. Incommensurable. Incommensurable, on en pense ce qu'on veut du temps. Moi en tant que physicien, je dirais le temps n'existe pas, c'est que de la gravité à l'échelle du cosmos. Mais d'une certaine manière, il est là pour nous permettre de fragmenter des moments de pleine conscience et de prendre conscience qu'on les vit en fait, et les incarner. Et ça, c'est profond, et c'est vrai que la méditation, c'est sûrement la chose la plus puissante pour l'expérimenter. Du moins avec une première prise de conscience. Et après, pouvoir l'implémenter dans sa vie quotidienne. Et c'est vrai que c'est un aspect aussi qui m'intéresse beaucoup, et de le vulgariser. Pas de le prendre comme une pratique compliquée de spiritualité, moi ça m'intéresse pas. Je trouve que les choses les plus profondes, les plus belles, les plus puissantes sont aussi les plus simples. Complètement, et accessibles à tous. Et finalement, par la pratique de la méditation, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on met en mots devient une expérience directe qui n'est plus au niveau de l'intellect, mais qui au niveau du ressenti, au niveau du vécu direct. C'est un peu transmuter ces données intellectuelles, toute cette philosophie et tout ce savoir qui peut être justement un frein à la conscience, parce que même énormément de savoir, énormément de connaissances, c'est pas forcément ça, et même souvent pas, qui va directement impacter de manière positive une manière de se comporter dans le monde. La méditation permet de transmuter cela, permet de passer justement de l'étage de l'intellect, même de passer d'un centre, un centre identifié, un centre qui s'identifie pas en opposition au monde, mais en tout cas dans une forme de dualité avec le monde. Il y a le je, le moi, le soi et le reste du monde. Et bien avec la méditation, de manière relativement simple, on a ces moments en fait d'éveil, ces moments d'insight où on ne perçoit plus le monde de par un centre, mais on est le monde, on a cette réalisation directe d'être un atome de Dieu, si on veut prendre cette image, d'être un œil de la grande conscience et de la source qui fait l'expérience, comme si la conscience faisait l'expérience d'elle-même par une infinité de formes de vie, une infinité de regards, et s'expérimenter elle-même dans cette espèce de spirale infinie et multidimensionnelle. Et ben, il y a ces moments où on a accès à cet espace, à cette dimension infinie dans les méditations, et c'est de réaliser dans ce contact direct que, ah oui, il y a
il y a ce prisme, cet ego, ce jeu, et puis il y a ce champ. Mais ce champ, en fait, j'y ai toujours accès, en permanence. Et lorsque je suis dans ce champ, et cela n'implique pas d'avoir une dissolution ou de tuer l'ego, on n'est pas là pour agir même avec violence face à soi-même, c'est juste de réaliser que cet ego même, lorsqu'on le comprend, eh bien, il prend sa place juste dans ce tout. Il n'est plus forcément le mécanisme automatique qui domine chaque individu. Ça peut juste être un système, voire un mécanisme de survie que l'on comprend, que l'on replace à sa juste place, justement, à sa juste position, et qu'on peut interagir maintenant avec la vie en étant conscient de ce que nous sommes dans notre construction, dans notre vécu, dans nos mémoires, mais être aussi conscient d'être partie, d'être part de ce grand mouvement, de ce grand champ, de cet espace infini, et d'y avoir accès tout le temps. Et la méditation reste ce qu'il y a de plus puissant pour ça. Évidemment, il y a des accélérations, des sauts quantiques, si on peut utiliser ce nom, dans certaines méditations ou avec les plantes médecines, parce que c'est comme un état méditatif finalement extrêmement poussé. Et il y a une intensité telle qui fait que ce sont même des choses qui peuvent jouer au niveau de la plastie, de l'organisation des neurones, etc. Donc forcément, si on change même nos circuits quelque part, on évolue sur nos comportements et notre conscience, et dans le plan matériel et dans les autres plans. Mais la méditation, c'est quelque chose qui doit, je pense, être inculqué depuis l'enfance. Ça doit retrouver une place ultra importante dans l'éducation de nos enfants. C'est un cadeau immense en fait, de juste réussir à être ici et maintenant en vacuité, en équanimité. Plus on apprend cela jeune, lorsque l'esprit est souple et malléable, comme le corps d'ailleurs, hein, corps et esprit, plus on est jeune, plus c'est souple et malléable, plus on se rigidifie dans le corps, et avec l'âge, et aussi on se rigidifie dans l'esprit. Eh bien, si on peut déjà transmettre ça à nos jeunes, à nos enfants, on vient planter des graines aussi pour ce mouvement de conscience dans les générations qui vont nous précéder, qui vont nous succéder plutôt. Je suis bien d'accord. Allons planter des graines dans ton dojo. Bah écoute, c'était une conversation passionnante. Je vois le temps qui s'écoule sur l'horloge du fond de mon mur. Et je me dis que j'ai apprécié énormément échanger avec toi. J'espère que les auditeurs aussi, et qu'ils auront pris plaisir à partir dans ces études divagatoires, peut-être parfois où on est parti très loin, c'est vrai. Et à la fois, on était très ancré dans cette réalité, dans la société et dans ce qu'est l'humain. J'ai envie de te donner juste la parole pour terminer cet échange et te remercier d'être venu, d'avoir été un vecteur de la conscience et de nous avoir permis de découvrir un peu ce que tu faisais et surtout tes idées, parce que je trouve qu'on a quand même pris beaucoup de hauteur sur cette discussion et c'était plaisant. Et je te remercie. Déjà, merci à toi. Merci Cyril pour ton invitation, comme je le disais pour cet espace d'expression. Je pense que tout a été dit finalement dans cette discussion. On ne peut quelque part que formuler une fois de plus ces prières, ces intentions, cette demande par nos émotions, par nos cœurs, par nos consciences, par nos corps, par tout ce que l'on peut générer, tout ce que l'on peut émaner de la prise de conscience de manière collective. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, bien ancrés, mais en même temps se laisser être dans les dimensions que nous avons en nous, qui sont infiniment plus vastes que ce que la société, ce que ce monde actuel nous a fait croire, qui sont infiniment plus puissantes que ce qui a été engrammé dans nos esprits, où finalement on vit dans restreint, on roule avec le frein à main, quoi. Donc juste de ne jamais oublier ce que nous sommes fondamentalement, cette part de cette conscience et son potentiel infini que nous avons tous en chacun de nous et à chaque instant. On va pouvoir clôturer là-dessus. C'était bien dit et je rejoins tout à fait ce que tu partages, ce que tu es et ce que tu incarnes. Et j'espère pouvoir l'incarner un jour avec autant de force et d'alignement parce que ça se ressent. Et voilà. Je te remercie. Merci Cyril. J'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous peut-être pour un prochain numéro. Je vous invite à suivre Steve qui
comme vous pouvez le sentir, fait des choses formidables et je trouve qui permet de partager des ressentis puissants et des idées fortes avec de la hauteur.